militaire, parce que Mussolini a eu l'idée géniale d'envoyer sa flotte attaquer les Anglais, hein, c'est un peu comme Kadhafi, ça ne devait pas être très bien. Donc évidemment ils sont allés au suicide des gars, hein, des pertes énormes. Donc beaucoup de marins morts, donc beaucoup d'orphelins. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a des associations, des fondations qui ont été créées pour s'occuper de ces orphelins et leur donner un métier. Et là, l'intervention d'un mécène va être importante. Alors, il y a un institut qui a été créé, l'Instituto Cella, créé en 1951, qui va être une école de formation maritime professionnelle pour les marins. Et là, une personne importante, le comte Vittorio Cini, qui est un député, milliardaire, mécène, beau gosse, enfin, il y a tout pour lui. Et il est généreux en plus. Donc lui, il se dit, bon, c'est bien, ils ont une salle de classe, mais ils ont un bâtiment, dortoir, tout, mais il faut un navire. Donc il cherche un navire école. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a donc quelques-uns. C'est des grands reliques, les 4 mâts. Les 4 mâts allemands qui avaient été récupérés ont été donnés aux Français, les Français les ont donnés aux Russes. Maintenant c'est une prochaine sterne, c'est là. On n'en voulait pas, c'est trop grand. Donc là, il y a un navire école qui est à vendre et qui est tout prêt. Autorisé, il y a tout ce qu'il faut. Donc il va venir à Caux, il va acheter le Fantôme 2 qui est à vendre. Alors, en 51, donc le Fantôme 2 est vendu. Et là, les habitants de Caux voient avec un déchirement le Fantôme 2 qui était là depuis 1914, hein, qui faisait vraiment partie du paysage. On discute avec des gens qui ont connu, ils l'ont vu partir, c'était nous. C'était leur bateau, il était là tout le temps, on l'a connu en tout petit. Et ils l'ont vu partir tristement en 51 vers l'Italie. Et là, le milliardaire qui a offert le Fantôme 2, qu'il a acheté et offert, il a demandé une seule concession, hein, c'est que le navire porte le nom de son fils, Giorgio Cini, qui s'était tué pendant la Seconde Guerre mondiale dans un accident d'avion. Donc le Fantôme 2 devient le Giorgio Cini. Et il va être amarré ici, hein, sur l'île de San Giorgio Maggiore, un endroit, vous connaissez, ce n'est pas Landerneau ni Castel, c'est Venise. Hein. Voilà. Et donc l'école est ici, hein. C'est l'école dortoir à l'Instituto Cella. Et ici il y a une petite darse dans laquelle va être amarré le Giorgio Cini de 51 jusqu'à sa vente à la France. Bon voilà, alors ce sont des mousses très jeunes, hein, les marinaretti, donc des apprentis. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des élèves de marine de guerre, mais aussi de marine marchande, il y a des radios et des mécaniciens, on leur apprend à barrer. Bref, on leur donne une formation maritime complète, à terre et puis sur le navire. Donc là, le Giorgio Cini est vraiment un navire école d'apprentissage. Il a surtout marché au moteur. Alors les mousses très jeunes. Alors le bateau est utilisé un peu par tout le monde. Hein. C'est l'Italie, hein. C'est pas très carré. Un coup c'est la marine de guerre, sur les gardes-côtes, c'est la fondation. Enfin, tout le monde se sert un petit peu suivant les besoins. Voilà les mousses. Hein. Ça c'est un ancien mousse qui nous a donné la photo. Là. Il y a des prises ici. Là. Vous voyez, très jeune. Hein. Voilà, alors la batterie, c'est de là où vient le terme batterie en bord, puisque évidemment les aménagements luxueux ont été quand même optimisés. On a tout rasé et on a fait, heureusement ils ont conservé les plafonds. Et on a fait une batterie avec des caissons et des hamacs roulés à la façon marine de guerre, regardez les traditions. Évidemment sur les navires de guerre ça s'appelait la batterie et les canons. Sur les frégates, les vaisseaux. Et on pliait les hamacs, et puis le matin on dormir, et puis le matin on rangeait. Les hamacs servaient de par-éclat aussi dans les bastingages. Bref, c'était très discipliné, le matin on range tout, propre. Et donc, depuis qu'on appelle la batterie, la batterie. Et vous voyez, on trouve les épontilles qui sont encore en place actuellement. Vous voyez dans les cloisons, mais on a gardé les petites épontilles qui servaient à accrocher les hamacs. Voilà, là, ça c'est la dock qui a servi à revendre le navire. Je vous montrer que c'était un navire école intéressant. Ah oui, c'était le camping, hein, on dépliait les tables, hop, ça transformait en salle à manger, après on pliait tout. C'était là, on peut mettre les hamacs. Alors voilà, les hamacs étaient sur 2 niveaux. Là, ils embarquaient jusqu'à 70 mousses à bord.
serré. Mais c'était fonctionnel. Inspection de tenue pour les mousses. Par contre, vous voyez, le gréement a changé, on va le voir plus loin. On a mis une timonerie au-dessus du grand rouf ici, là, sur l'avant. Les Italiens, ils ne voyaient pas. Quand on dit, ils ne voyaient pas sur l'avant. On a mis un système de barre et une timonerie. C'était aussi pour des raisons pédagogiques. Facile de regarder le vent. Bon, ceci dit, on dirait la cadennière du Yang Sekiang, hein, c'est pas très esthétique. Mais bon, c'était fonctionnel. Ici, bah, là où on est, hein. Vous voyez, la table était restée là, la table de la salle à manger était là. Banquette. Là, c'était le carré des officiers. Par contre, on se demande par où sortaient les mousses, parce qu'apparemment, les mousses nous ont dit qu'ils ne passaient jamais par l'escalier. À l'époque, il n'y avait pas les descentes. On se demande par où ils passaient. Ça va avoir un passage chaud. Ici, on retrouve le bureau de Guinness qui était resté là. Voilà le navire à Naples. Dans le port de guerre, on reconnaît l'Amerigo Vespucci, là, pour ceux qui connaissent. Le port de Naples, oui, là, il est utilisé par la marine de guerre. Apparemment, on l'utilisait pour certaines manifestations, c'était le navire de tout le monde. Par contre, évidemment, on avait transformé le gréement. Ils avaient enlevé les voiles carrées sur le grand mât, ils avaient mis des voiles auriques. Ça devenait un 3 mâts golette. Pas faire vraiment du tout. Le navire ne pouvait pas naviguer sous voile, enfin, avec les voiles uniquement. Évidemment, le centre de voilure qui était là, il arrive ici. Le navire était incapable de manœuvrer. Tout le temps. Et quand vous modifiez l'agrément d'un navire comme ça, le centre de voilure se déplace, il faut bouger les morts. Sinon, il ne peut plus rétablir l'équilibre. Donc, j'arrivais pas du tout à le faire naviguer, mais ce qui les intéressait surtout, c'était pas trop la voile, c'était vraiment la capacité de logement, et puis la manœuvre au moteur, hein, gouverner un cap, faire les manœuvres avant-arrière, la radio, les ateliers radio, donc c'était des choses. En 1965, la fondation achète un navire plus fonctionnel, plus moderne aussi, plus récent, et du coup le Belem, le Giorgio Tini, on le met un petit peu au quai des oublis et on l'oublie. Donc de 65 à 72, le bateau n'est plus entretenu. Il se dégrade très vite. Un bateau comme ici, vous arrêtez un an d'entretenir, il faut un an derrière pour le remettre. C'est le tarif. Donc imaginez au bout de 7 ans, le temps dans lequel... Alors heureusement en 72, les carabiniers italiens, carabinieri, cherchent un navire un petit peu de prestige et se disent tiens, le bateau là qui pratiquement à l'abandon, et donc ils peuvent avoir pour le navire symbolique pour rien. Donc ils récupèrent le Giorgio Tini et ils l'envoient dans un chantier pour le retaper. Malheureusement les travaux comme toujours hein, sont de plus en plus chers, très coûteux. Les factures s'additionnent. Au bout d'un moment les carabinieri n'arrivent plus à payer et ils disent bah, finalement le bateau vous le gardez, ça nous intéresse. Le chantier se retrouve avec le bateau sous les bras et il faut qu'il rentre dans ses frais. Ils ont investi déjà beaucoup de manœuvres et de matériel, donc il faut réparer ça. Il faut retrouver l'argent. Et donc c'est là, ça c'est en 76. Donc en 77, le chantier lui met le navire en vente pour récupérer son argent. Et en France, à cette époque, il y a l'association l'ASCAN, l'association pour la sauvegarde des anciens navires français, qui cherche désespérément dans le monde s'il reste encore un grand voilier français quelque part. Et ils avaient perdu la trace du Belem. Alors que Louis Lacroix, dans les années 30, a écrit un livre où il parle du Belem. Qui est en Angleterre, il en parle. Le Belem qui est toujours. Bref, on va voir qu'il y a eu 2 guerres mondiales, le navire a changé de pavillon, anglais, italien, on a perdu sa trace, on ne sait pas qui est là. Et la SCANF à l'époque avait trouvé le ville de Mulhouse, qui était à Punta Arenas au Chili, qui était en ponton, qui était un 4 mâts barque français, qui était encore, enfin qui flottait, qui était encore là. Bon, le Laennec, on savait que les Finlandais ne lâcheraient pas. Et donc, bah, d'un coup, ils découvrent que le Belem, l'ancien Belem est à vendre. Donc ils disent il faut le racheter à tout prix. Et grâce en fait, au départ ils l'ont découvert de façon un peu bizarre. C'est un médecin
docteur Luc Olivier Gosse. Oui, alors là, on voit l'arrivée au chantier naval, vous voyez. Dans quel état est le bateau. Quand il est arrivé au chantier, c'était vraiment pas beau. Le bateau près est en bois, vous voyez, il y a des cercles, il y a plusieurs cercles pour empêcher d'éclater. Tout est rouillé, tout est pourri. Il faut imaginer le travail. Et donc, il y a un docteur français qui est un peu passionné de grands voiliers et qui se promène à Venise. Et il voit ce bateau, et il monte à bord. Et ici, à l'arrière, au-dessus de l'entrée de la dunette, au-dessus de la fenêtre, ici, il trouve un écriteau, il regarde, il est marqué Bélène Nantes. C'est la vieille photographie, le vieux tableau, vieille peinture qui était restée là. Et voilà, en plan, Bélène Nantes. Et donc, il rentre en France, il voit les affaires maritimes, et rapidement, oui, Bélène, c'est un bateau de Nantes. On s'en a retrouvé un autre. Donc là, on va lancer une souscription nationale pour racheter le bateau. Donc ça, c'est la plaquette de vente. Le petit dossier qui est sorti pour le vendre. Alors, évidemment, il avait regret en 3 mabars pour le vendre, parce que sinon, ça n'intéressait personne. Ils ont remis son gréement, ils l'ont recariné, ils l'ont rendu présentable, ils l'ont mis en vente. Donc, il est mis et la souscription est lancée. Plusieurs revues maritimes à l'époque, il y a moins de moyens de communication qu'aujourd'hui, donc ça passe pas facilement. À l'époque, j'avais donné 50 francs pour acheter le Giorgio Chili. 50 francs, c'était donc 2 mois d'argent de poche. On a fait un grand sacrifice. Mais bon, on se disait, c'est vraiment la dernière occasion d'acheter ce bateau. Parce que c'est le dernier éminent. Si on ne rachète pas, c'est perdu. Donc j'ai donné 50 francs, c'était un investissement à long terme. Très long terme, très de façon. Bon, notre maigre argent n'a pas suffi, parce qu'on était plusieurs, donc, tout le monde avait, mais ce n'était pas suffisant. Donc, quand les Italiens ont vu que les Français lançaient une souscription nationale, eux aussi ont lancé une souscription nationale. D'un coup, ils disent, c'est pas toi, c'est moi. Bon, il y a une course qui s'engage, et les Français voient que c'est pas gagné, et en plus, les Italiens lancent une demande de classement au monument historique italien. Donc, si c'est accordé, on ne pourra plus quitter l'Italie. Donc là, il y a urgence. Et heureusement, à l'époque, il y a le président des caisses d'épargne qui est aussi un passionné des grands voiliers. Il y a encore un homme qui va faire que